face aux crypto-monnaies, on est juste de simples agents économiques. Soit on est un développeur qui développe, et donc à ce moment-là, j'ai un savoir-faire et un code et je crée quelque chose qui a une valeur et une utilité derrière. Soit je suis un investisseur ou entre guillemets un acheteur de crypto-monnaies. Et là, il y a aussi un certain nombre de règles à connaître. Et donc en matière d'investissement, à l'heure où on se parle... Beurre FM, 19h, 21h, Ramadan & Co. avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun. Alors je ne sais pas encore, Imam Abdelali, si on peut verser la zakat en crypto-monnaie, mais en tout cas on va s'intéresser aux crypto-monnaies ce soir avec Boubker Hajdir qui est notre invité. Bonjour Boubker. Bonjour Philippe, bonjour Imam. C'est notre plaisir de vous retrouver. C'est notre bout de cœur, morceau de cœur, يعني قطعة على القلب. هذا هو أخونا حبيبنا أبو بكر. Allahu Bakr, qui porte le nom du premier calife de l'islam, Abu Bakr as-Siddiq. Ouais, j'en suis très très loin, mais bon. On aspire à vouloir imiter ces modèles. Ouais. Expert en finance islamique, et on va parler avec vous ce soir des crypto-monnaies. Il y a énormément de questions qui circulent. Et évidemment, la première question, c'est est-ce qu'elles sont halal ou pas? Non, la première avant, c'est qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie? Avant de lui dire que c'est halal ou pas halal, qu'est-ce que c'est? On parle de monnaie numérique, mais qu'est-ce que ça veut dire une monnaie numérique? Alors, c'est vrai que le mot crypto-monnaie, il contient le mot monnaie. Et là, j'ai envie de dire que parfois, ça prête à confusion. Et puis, il y a le mot crypto. Alors, crypto, c'est la cryptographie, c'est un système, on va dire, informatique qui apporte de la sécurité sur cette technologie. Et en réalité, on ne peut pas réellement qualifier cela de monnaie. Alors tout de suite, là, je sais que je ne vais pas me faire de grands amis, parce que d'un point de vue purement réglementaire, les autorités françaises et les autorités européennes et dans d'autres pays aussi ont clairement dit que ce ne sont pas des monnaies au sens juridique du terme. Avant, on disait battre la monnaie. On disait battre de la monnaie, et puis la monnaie, elle a un certain nombre d'attributs que l'on ne retrouve pas dans ces crypto-monnaies. Et donc aujourd'hui, les crypto-monnaies sont qualifiées de ce qu'on appelle crypto-actifs. Donc désolé, c'est une terminologie un petit peu technique, mais ce n'est rien d'autre que la représentation digitale d'un projet informatique auquel on donne une certaine valeur, et puis ensuite on va aller le vendre ou l'acheter sur une place de marché sur laquelle s'échangent donc ces crypto-actifs. Mais les autorités appellent à la plus grande vigilance sur cette nouvelle forme d'investissement, parce qu'elle est hautement risquée et hautement volatile, et parce que aussi elle n'est pas encore totalement encadrée. Alors pour que les auditeurs comprennent, à l'origine, c'est quelqu'un qui est venu sur le net, dans les réseaux finance, et qui a décidé de créer une sorte de valeur fiduciaire qui a juste parce qu'elle a un pouvoir de confiance, elle a réussi à imposer une sorte de confiance auprès des différents on va dire agents qui pratiquent des transactions financières. Alors on va dire, si on remonte à l'origine, effectivement, la première des crypto-monnaies la plus célèbre, c'est le Bitcoin, voilà, qui est né en 2008-2009 par quelqu'un qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Mais on ne sait pas qui est ce Satoshi Nakamoto. C'est un pseudo. C'est un pseudo. On ne sait pas si c'est une personne, un homme, une femme, un groupe de personnes. Un japonais. Voilà, il y a un Américain qui revendique être le Satoshi Nakamoto, mais il n'a pas encore apporté la preuve. Il y a pas mal de choses qui circulent, des rumeurs. Il y a des gens qui disent c'est la CIA. Enfin bref, on ne sait pas qui c'est derrière. Donc on ne sait pas si c'est un homme ou une femme ou un groupe de personnes. Bref, il a développé un code informatique, et c'est né en fait en 2008, en plein cœur de la crise financière. Et c'est né en fait, si vous voulez, d'un mouvement qui disait, en gros, pour faire simple, on en a marre de ce pouvoir central, donc le pouvoir des banques centrales, qui décide de tout, qui, pour ouvrir un compte en banque, il faut présenter patte blanche, comme on dit, etc., etc. Et donc, il a inventé un dispositif technologique qui permet de transférer de la valeur de toi à moi, par exemple, sans avoir besoin de passer par un tiers de confiance. Aujourd'hui, si j'ai besoin de te faire un virement, je dois passer par ma banque. Ma banque, elle me connaît, elle te connaît, et donc on passe par ce tiers de confiance. À travers le Bitcoin, ou à travers la technologie blockchain sur laquelle circule le Bitcoin, on peut transférer de la valeur d'une partie A à une partie B sans avoir besoin
d'un tiers de confiance. Et c'est là où il a apporté une révolution dans le monde de la finance. Donc à partir de là, d'autres crypto-monnaies sont nées, et puis aujourd'hui on en compte presque 19 500. Et il pousse 19 500. Voilà, il pousse des dizaines de crypto-monnaies tous les jours. La semaine dernière, j'étais invité à une conférence où je parlais à peu près du même sujet. J'avais regardé combien il y avait de crypto-monnaies. Samedi dernier, il y en avait 18 600. Avant le début de l'émission, là, il y en a plus de 19 000. Donc en quelques jours, il y en a eu 500 qui sont sortis sur le marché. Mais toutes n'ont pas les mêmes caractéristiques, toutes n'ont pas les mêmes finalités. Et par conséquent, il faut faire très très attention à ce qu'on fait quand on rentre dans cet univers. Maintenant, donc la question de Philippe, c'est qu'est-ce que dit la religion musulmane au sujet de ce genre d'investissement? Est-ce qu'un musulman a le droit d'investir dans la crypto-monnaie en achetant avec de l'argent réel ce truc qu'on appelle la crypto-monnaie et de cette manière-là pouvoir avoir une sorte de garantie ou de ce qu'on appelle de valeur sûre, hein? Mais déjà, est-ce que l'islam a envisagé les crypto-monnaies? Bien sûr que non. Alors, comme beaucoup de choses, l'islam ça fait partie des nouveautés, des nawazil comme on dit. C'est ça. Sur quoi on se fonde justement pour pouvoir répondre? C'est comme si on posait la question, est-ce que l'islam a envisagé l'internet? Est-ce que l'islam a envisagé le poste de télévision? Donc voilà, prier dans un avion. Ce qui est intéressant, il y a des ulama qui disent on ne peut pas prier dans un avion parce que pour prier il faut être sur la terre. Faut être sur la terre. Il y en a qui disent ça. Alors celui qui fait déjà dans l'ISS par exemple, la station spatiale internationale, comment il prie plus là-bas? Mais par contre, l'islam nous a enseigné un certain nombre de règles et de connaissances sur comment se comporter en tant qu'investisseur, en tant qu'agent économique. Et donc face aux crypto-monnaies, on est juste de simples agents économiques. Soit on est un développeur qui développe, et donc à ce moment-là, j'ai un savoir-faire et un code et je crée quelque chose qui a une valeur et une utilité derrière. Soit je suis un investisseur ou entre guillemets un acheteur de crypto-monnaies. Et là, il y a aussi un certain nombre de règles à connaître. Et donc en matière d'investissement, à l'heure où on se parle, il n'y a pas encore de standard défini, il n'y a pas de position consensuelle sur comment statuer sur les crypto-monnaies d'un point de vue halal, haram, etc. Donc on est plutôt mubah, mamnou, ou certains, notamment en Afrique du Sud, par exemple, certains ulama d'Afrique du Sud ont dit clairement que c'était illicite, puis ils ont argumenté, notamment par le fait que c'est très très volatile. Les crypto-monnaies sont très volatiles. Dans certains cas, on ne sait pas qui est derrière. Donc il y a une notion d'incertitude et d'aléa. C'est pas transparent, quoi. C'est pas qu'un problème de transparence, c'est vraiment un problème de confiance. Tu ne sais pas avec qui tu peux interagir. Et la plus grande préoccupation des savants qui disent non aux crypto-monnaies, c'est parce qu'ils ont une préoccupation, ils ont peur que les musulmans se jettent dans cet univers-là et qu'ils y perdent beaucoup d'argent, parce qu'on peut rentrer très facilement. On a besoin de demander la permission de personne pour ouvrir un compte crypto, et puis après on peut perdre beaucoup d'argent parce que on est très très vite aspiré par l'appât du gain. Et malheureusement, voilà, on peut vite se faire mal aux dents sur ce marché-là. Donc il faut faire très très attention. Et voilà, donc il y a certains savants qui disent qu'on peut y aller, mais sous réserve d'un certain nombre de conditions, déjà de savoir de quoi on parle. Voilà, et nous parlons de finance islamique ce soir et de crypto-monnaie avec notre invité Boubker Hajdir, qui est expert en finance islamique. Imam Abdelali, donc on est en train de définir ce qu'étaient un petit peu ces monnaies, ces crypto-monnaies. Aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent et qui, comme vous, iraient sur Internet pour avoir des informations sur ces crypto-monnaies, Boubker, où est-ce qu'on peut trouver de l'information fiable? Sur quel site? Ouais, ça c'est une très très grande question. En français, il y a pas mal de sites internet qui renseignent sur les cryptos, sur le plan technologique et sur ce qui se passe au niveau des marchés des crypto-monnaies. Donc, il y a plein de sites de référence. On va pas faire la publicité ici, mais voilà, il y a quotidiennement, je ne vais même pas dire tous les jours, mais un site fiable qui peut être publié pour savoir quoi, utile, pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Moi, je suis tombé sur un truc, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Ça s'appelle comme je disais tout à l'heure, Trade Now, voilà. Non, tous ces sites où on parle de trading directement, il vaut mieux. C'est pas des sites de référence
pour se renseigner sur ça. Ils reprennent les éléments des savants. Alors c'est très souvent des traductions de choses écrites en anglais et qui ne sont pas forcément bien traduites en français. Et parfois aussi, on peut les lire en les sortant de leur contexte. Et donc, tout dépend de quel type d'information on cherche. Si on cherche de l'information entre guillemets halal versus haram, il n'y a pas un site de référence, il y a pas mal de littérature dessus. Il y a un institut qui est basé en Malaisie qui a fait tout un papier de recherche assez approfondi là-dessus, qui est très intéressant mais qui n'est pas disponible en français. Si on cherche de l'information technique et technologique, là, Internet regorge de sites sur ce sujet-là. Et si on cherche de l'information purement financière, où en sont les crypto-monnaies, il y a des sites comme Coin Capital Market ou d'autres qui sont très connus, qui disent à la minute près quelle est la valeur d'une crypto et quel est aussi l'encours de crypto, combien pèse cette crypto-monnaie sur le marché aujourd'hui. Donc voilà, tout dépend qu'est-ce qu'on cherche et qu'est-ce qu'on a envie de savoir. Maintenant, on revient toujours à la question de islamiquement, est-ce qu'on peut y aller ou pas? Il faut d'abord se renseigner sur quels sont les critères de l'investissement selon l'islam. Et à partir de là, on va pouvoir se faire une idée sur est-ce que je peux ou pas aller dans une crypto-monnaie ou une autre. Encore une fois, c'est très important d'insister sur ça. Il n'y a pas une réponse sur toutes les crypto-monnaies sont halal ou toutes les crypto-monnaies sont haram. Oui. Chaque crypto-monnaie, en fait, s'analyse de façon individuelle. Donc, en fait, derrière une crypto-monnaie, il y a un projet. Et donc, il y a normalement une offre de service où il y a une promesse de service. C'est-à-dire, donne-moi un exemple. Par exemple, tu as des crypto-monnaies qui sont dans le transfert d'argent. Tu as des crypto-monnaies qui sont dans la représentation d'œuvres d'art. Tu as des crypto-monnaies qui sont de plus en plus de choses aujourd'hui. Et puis, est-ce qu'il y en a aussi dans des pratiques illicites telles que, par exemple, les jeux de hasard? Et bien sûr, il y a des crypto-monnaies qui sont dans les jeux football, par exemple. Il y a énormément il y a énormément de cryptos qui sont dans le monde du jeu. Pas que du jeu de hasard, mais du gaming en général. Donc là où il faut regarder de très près de quoi on parle. Et il y a par contre des projets qui sont intéressants, qui sont récents. On parle par exemple de crypto-monnaies adossées à de l'actif immobilier, à des biens immobiliers. Ça, ce sont des choses qui sont assez récentes et qui, sur le plan réglementaire, ne sont pas encore totalement claires. Et donc, voilà. Donc, est-ce que c'est pas appelé tout simplement un nom par un autre, c'est-à-dire on a remplacé le mot action par crypto-monnaie? Parce que ça ressemble beaucoup à une action. Alors, c'est pas vraiment une action, parce que quand tu achètes une action, tu es associé de la société dans laquelle tu investis. Mais quand tu achètes une part. Tu investis dans l'immobilier, c'est bien. Il y a bien une SCI, il y a bien une société. Pas forcément. Quand tu investis dans l'immobilier, tu es propriétaire directement de l'immeuble, sans passer forcément par une société. Comment tu arrives à transformer justement cet investissement immobilier dont tu es propriétaire? Alors, dans les cryptos, c'est différent. Dans les cryptos, c'est différent. Dans les cryptos, on va dire, par exemple, on va lancer une crypto pour. Je vais pas l'appeler la BFM crypto, je vais l'appeler la BRFM crypto, et vous allez en contrepartie donner un service à vos clients, vos auditeurs, vos annonceurs par exemple. On peut dire que cette crypto va donner la possibilité pour les annonceurs de passer gratuitement, en contrepartie de la crypto sur l'antenne par exemple. Tu vois, moi quand je vais acheter cette crypto, je vais aller sur une bourse de crypto et je vais pouvoir vendre cette crypto à qui veut bien l'acheter. Et donc, on va créer un marché sur lequel il va y avoir de l'offre et de la demande. Et puis, c'est à partir de là que la valeur de la crypto va ensuite se déterminer. Ce que je viens de dire là, à l'échelle du média comme BFM, ça n'existe pas, c'est assez virtuel. Mais on va trouver énormément de crypto dans plein de projets plutôt technologiques. Et donc là, il y a même des projets de crypto islamiques. Voilà, donc au sens où on veut créer une monnaie qu'on va pouvoir, un actif qu'on va pouvoir accepter dans les commerces, des projets de monnaie, de crypto sur lesquels on va coder, par exemple, l'obligation de payer la zakat ou l'obligation de faire un versement en sadaqa, par exemple. Tout ça, c'est le développeur qui détient le savoir-faire pour coder des choses qui va pouvoir le faire dans cette crypto-là. Est-ce qu'on pourrait imaginer en France une sorte de monnaie parallèle à l'euro avec laquelle on pourrait entrer dans des magasins et on achète et on pourrait faire tout des à fait. achats Aujourd'hui, par exemple, qui s'appellerait par exemple tout à fait. l'euro islamique ou bien le dollar islamique. Dans quelques années, ça pourrait ou le dollar chrétien ou je sais pas moi. Tout ça, ça peut aujourd'hui en fait avec la technologie, il n'y a pas de limite. À partir du moment en fait, on dit dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies, je vais le dire en anglais, je vais le traduire après, on dit the code is law, L-A-W. Le code c'est la loi. À partir du moment où tu as un savoir-faire, tu sais coder, la technologie blockchain est venue un peu bousculer
les habitudes, et notamment les habitudes du pouvoir, de ceux qui détiennent le pouvoir. Mais c'est quoi cette technologie blockchain ? C'est justement la technologie blockchain permet de faire des choses de façon décentralisée. On peut transférer des choses sans avoir besoin de passer par un tiers de confiance. Par exemple, la banque centrale, etc. Voilà, plus besoin de la banque centrale, plus besoin de ma banque, plus besoin de l'impôt. Bref, c'est vraiment décentralisé. Ça passe par une application informatique. Ce sont des ordinateurs qui sont répartis partout dans le monde et qui vérifient les transactions. Et donc, par exemple, je vais envoyer quelque chose à Philippe, ça va passer sur ton ordinateur. Ton ordinateur a une puissance de calcul suffisante qui va vérifier que ce que je suis en train d'envoyer est authentique. Ok, mais tu ne seras pas le seul. Il y a un tas d'autres ordinateurs qui vont vérifier ça. Et quand ça va arriver chez Philippe, ce sera une bonne fois pour toutes. Et une fois que j'ai dépensé cette crypto, je ne peux plus dire que je l'ai. Elle est à lui. Elle est à lui. La valeur a été transférée. Virtuel, numérique. C'est ça, ce qu'on appelle. On empêche cette valeur elle-même qui est virtuelle. On empêche la double dépense. D'ailleurs, on dit que les crypto-monnaies sont déflationnistes, etc. C'est un autre débat. Ça empêche la double dépense. Alors qu'aujourd'hui, quand tu vas à la banque, en fait, quand tu empruntes de l'argent, on ne fait rien d'autre que cliquer sur l'ordinateur de la banque et on a créé quelque chose à partir de rien. La crypto, elle est créée à partir d'un code informatique et de la puissance de calcul d'un ordinateur qui fait que... Après, il y a différentes manières de créer de la crypto. Il y a des cryptos qui sont dites minées, comme le Bitcoin et l'Ethereum. C'est-à-dire miné. Miné, c'est l'ordinateur qui, s'il a une force de calcul suffisante, il va valider une opération et parce qu'il a validé l'opération, il va être récompensé pour ça. Et donc, le réseau sur lequel il passe, il va lui donner du Bitcoin parce qu'il a validé l'opération. Donc ça, c'est le minage. C'est comme si tu creuses. C'est pour ça qu'on dit que le Bitcoin, c'est l'or. C'est comme si tu creuses avec ta pioche pour avoir de l'or. Okay, tu augmentes ton capital. Voilà, ça, c'est une manière de faire de la crypto. Mais cette manière-là, elle pose des problèmes d'ordre écologique parce que ça consomme énormément d'énergie. Il y a tout un débat autour de l'écologie sur les cryptos parce que voilà, ça consomme énormément d'énergie. Donc il y a d'autres manières de faire qui sont développées plus tard. L'énergie électrique, l'énergie électrique. C'est pour ça que d'ailleurs que les cryptos minés sont très développés en Asie, notamment en Chine, parce que le coût de l'électricité est beaucoup plus bas qu'ici. Les mineurs, ceux qui ont les ordinateurs les plus puissants, pendant un certain temps, ils étaient, je vais pas dire à 70 voire 80% en Chine parce que l'énergie là-bas coûte très peu cher. Les choses sont en train de changer, mais aussi parce qu'il y a d'autres manières de valider les transactions sans passer par un minage, mais c'est un autre processus qu'on appelle le proof of stake et non pas le proof of work. C'est la preuve d'enjeu par la vérification, enfin POS, proof of stake. Et là, c'est juste le fait de détenir des crypto-monnaies qui fait que celui qui a le plus de crypto-monnaies va valider une opération. Donc on change un peu de paradigme sur la manière de faire. Initialement, c'était du minage, on va dire à la force de la puissance de ton ordinateur. Maintenant, ce n'est plus que ça. C'est plus tu as de crypto, plus le réseau va te faire confiance pour valider l'opération. Et donc, c'est une autre manière de faire qui est moins consommatrice d'électricité. Voilà, ça c'est... question importante. Est-ce qu'il est intéressant pour nos auditeurs et auditrices, beaucoup d'entre eux sont musulmans, est-ce qu'il est intéressant, est-ce que c'est halal, est-ce qu'ils peuvent investir dans la crypto-monnaie, est-ce que tu les encourages, toi, en tant qu'expert dans la finance islamique, tu les encourages à faire ça ou pas? Alors moi, j'encourage personne à investir. Je ne suis pas conseiller en investissement, c'est un métier réglementé, donc il faut faire très attention à ce qu'on dit là-dessus, parce que si on dit à quelqu'un investit dans la crypto et qu'il perd son argent, après il va m'en vouloir, ou à toi, si tu lui dis vas-y investis, il va t'en vouloir parce qu'à cause de toi, il aura perdu son argent. Tu veux dire oui à condition que, voilà, par exemple. Moi, ce que je peux proposer, plutôt recommander, c'est que les gens s'intéressent à cet univers, parce que intellectuellement, il est très intéressant. Il permet de comprendre que les choses sont en train d'évoluer. Et deux, si on veut investir, il faut étudier crypto par crypto. Est-ce qu'on peut y aller ou pas? Alors, il faut regarder le projet. C'est au cas par cas, quoi. C'est vraiment au cas par cas. Par exemple, le Bitcoin. Le Bitcoin, les savants, beaucoup d'entre eux disent aujourd'hui on peut détenir du Bitcoin, il n'y a pas de problème à détenir du Bitcoin. D'accord. Mais est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il est bien d'en acheter? Mais ça coûte cher le Bitcoin. Un Bitcoin, j'ai pas regardé le cours du jour, mais le Bitcoin. À peu près. Voilà, j'ai pas regardé le cours du jour, mais c'est quelques dizaines de milliers, donc c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Mais on peut acheter quelques centimes de Bitcoin, des petits bouts, parce que c'est divisible. Par exemple, quelqu'un qui a de l'argent, il a envie d'avoir une valeur sûre. Il a peur que l'euro un jour s'effondre à cause de la guerre, etc. Ou le dollar s'effondre parce que les États-Unis aujourd'hui. Oui, mais
voilà. Voilà, moi avec le Bitcoin, je vais pouvoir peut-être avoir une valeur sûre. Mais non, on peut pas dire que c'est une valeur sûre. Voilà. Ouais, aujourd'hui, oui, parce c'est peut-être le Bitcoin qui va couler, et non pas le. On peut dire que c'est une valeur sûre quand le Bitcoin coûte 50 000 $, mais quand il descend du jour au lendemain à 35 000 $, est-ce qu'on peut dire que c'est une valeur sûre? Tu vois, et le Bitcoin a connu, c'est les montagnes russes en fait. Les crypto-monnaies, c'est vraiment les montagnes russes. Ça monte et ça descend. Volatile. Voilà, c'est la volatilité qui fait que, est-ce que je peux considérer que c'est une valeur refuge? Donc on peut pas. Mais c'est ça. Mais est-ce que la volatilité fait que c'est une valeur halal ou pas? Non, c'est pas uniquement sur la volatilité qu'on va déterminer la halalité ou pas. Non, c'est pas la. En fait, c'est pas le comportement des autres qui fait que c'est comme si tu me parles d'un couteau. Un couteau, c'est fait pour couper du pain ou du beurre, mais c'est aussi fait pour tuer. Le Bitcoin, il a été fait pour transférer de la valeur. Maintenant, les montagnes russes sur les marchés, c'est pas inhérent au Bitcoin lui-même. C'est l'offre et la demande qui fait que ça monte et ça descend. Donc, c'est le comportement des gens. Il n'y a pas cette volatilité dans la vraie monnaie? Certaines monnaies aussi, parce qu'elles sont contrôlées par les autorités. Parce qu'il y a un pouvoir central qui limite ça. Voilà, et que dit le droit musulman sur les crypto-monnaies? On en parle ce soir avec notre invité Boubker Hajdir, qui est expert en finance islamique. Et vous posez vos questions au 01 53 48 3000. Nous avons Radija qui est avec nous. Radija, bonsoir, bienvenue et bon Ramadan. Salam. Alaykoum salam. Salam alaikum. Vous m'entendez? Très bien, Radija. Oui. Alors c'est Khadija. De Saint-Étienne. Marhaba bik, akhti Khadija. Je vous souhaite déjà bonsoir à tous, vous qui êtes présents à la radio. Ahlan. Merci, bonsoir. Voilà, il est expert en finance. Je n'ai pas noté son nom, je suis désolée. Abou Bakr. Enchanté. En tout cas, je souhaite un bon Ramadan à tous, à l'humanité entière, et voilà, que les choses soient très positives à l'avenir, avec ces temps difficiles. Voilà. Alors, moi, je viens poser ma question. Je travaille plus ou moins dans la finance, mais musulmane. Il me semble, alors, je ne sais pas, reprenez-moi, peut-être que j'ai tort. Il me semble que les intérêts bancaires sont haram, interdits chez nous. Alors, pour revenir à la crypto-monnaie, il me semble avoir été informé par une formation interne en banque. Monsieur l'expert va peut-être m'arrêter. Sur le RGPD, ça vous dit quelque chose peut-être? Le règlement général sur la protection des données. Oui. Et l'anti-blanchiment. Oui. Voilà. Alors, vous allez peut-être me suivre ou pas, peut-être pas. Moi, je rejoins sur la crypto-monnaie qui, pour moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, elle permet d'acheter ou revendre des produits ou services illicites. Ce n'est pas très clair aujourd'hui et ça va même très très loin sur le côté illicite. Alors, je peux me tromper, mais aujourd'hui, on nous alerte quand même sur ce sujet-là. Est-ce que je me dois, en tant que musulmane, faire très attention, voire ne pas toucher à ça, vu notre religion et on peut quand même être dans le bien-être et dans la route de Dieu quand même. Alors je pense que ce sujet-là pour moi est très prématuré et qu'il faut faire très très attention. Est-ce que je me trompe ou pas? Alors en fait oui, juste faut pas mélanger plusieurs sujets en fait, madame, si vous permettez. Tout ce qui touche au RGPD, la lutte anti-blanchiment, etc., ça concerne tant les crypto-monnaies que ça concerne l'euro ou le dollar ou n'importe quelle autre monnaie qui est à partir du moment où on entre dans un système financier, il est demandé à ce qu'on sache à qui on a affaire. Aujourd'hui, dans le système financier classique, oui, quasiment on sait à qui on a affaire parce qu'il y a des obligations de divulgation d'informations. Dans le monde des crypto-monnaies, c'est ouvert à tout le monde et pendant très longtemps, jusqu'à encore même maintenant, tout le monde peut y accéder sans forcément divulguer son identité. Et donc on dit que le monde des crypto-monnaies, il est pseudonyme, il n'est plus comme il était au début, totalement anonyme. Il est pseudonyme. Et il est peut-être même beaucoup plus transparent que le système financier classique parce que on peut retrouver toutes les transactions. On peut savoir quelle transaction a eu lieu entre quelle quelle clé et quelle autre clé, sans forcément savoir qui est l'identité derrière. Okay ? Donc pour tout cet aspect-là, les autorités travaillent dessus justement pour que les choses soient un peu plus encadrées. Maintenant, il est vrai qu'on a beaucoup reproché aux crypto-monnaies de pouvoir faire des transactions illégales,
ou illicite, mais dans le sens du droit positif. Mais, oui, c'est vrai, on pouvait le faire il y a très longtemps, on peut encore le faire aujourd'hui, mais tout comme on peut faire des transactions illégales dans le monde de la drogue avec de l'euro, du dollar ou du cash. L'alcool, la drogue et le tabac. Oui, voilà, donc tout ça, ça peut... la crypto-monnaie ne règle pas le problème et n'est pas un problème supplémentaire, je veux dire, par rapport à ça. Mais le côté un peu dissimulé, le côté un peu parallèle par rapport au circuit financier. Tout ça existe en dehors même du monde de la crypto-monnaie, donc c'est pas spécifique à la crypto-monnaie. Maintenant, par rapport à ce que disait notre sœur sur le caractère licite ou illicite au sens halal-haram, encore une fois, j'en reviens à de quelle crypto-monnaie on parle. À partir du moment où on a fait une analyse détaillée, pointilleuse d'une crypto-monnaie, on pourra se prononcer sur son caractère licite ou illicite. Et je crois que vous avez parlé aussi de riba tout à l'heure, d'intérêt. Il y a des crypto-monnaies aujourd'hui clairement sur lesquelles elles ont été créées que pour faire du prêt à intérêt. Donc typiquement, c'est le genre de crypto-monnaie qu'on ne peut pas détenir en tant qu'agent économique musulman. Mais il y a des crypto-monnaies qui ne sont pas du tout dans cet univers-là. Et donc, encore une fois, regardons de quoi on parle et on pourra répondre sur le caractère licite ou illicite. Mais oui, par contre, aujourd'hui, on peut gagner beaucoup d'argent et très facilement dans l'univers de la crypto-monnaie parce qu'il y a des opérations qui s'appuient sur du riba derrière. Donc là, oui, il y a beaucoup de choses qui se... Voilà, beaucoup de choses qui se passent sur cet univers-là. Voilà. Oui, ça c'est conflictuel et je dirais même c'est assez difficile. À moins d'être un pro ou expert dans la finance, moi, j'y suis dedans plus ou moins, mais sans être professionnel. Effectivement, il vaut mieux être accompagné. Il vaut mieux être encadré, je préfère mettre la ligne NIA et ne pas toucher, sachant cela. Alors, des gens qui nous écoutent, les auditeurs, se posent la question, est-ce qu'il faut plonger là-dedans? Parce que c'est vrai que c'est assez... j'ai envie de dire, c'est assez tordu quand même ce monde-là. Non, je peux pas vous laisser dire ça parce que les gens qui vont être dedans vont vous dire. Non, c'est au contraire. Je suis désolée. La déforestation de l'Amazonie, c'est aussi eux c'est le Crédit Agricole, certaines sociétés générales, etc., qui sont quand même les financeurs. Il ne faut pas oublier, mais on vous le dit pas. Ah oui, bon là vous parlez d'autre chose. Alors quand on a des informations, je préfère reculer, me dire. Je vais peut-être dans un chemin haram, quoi. Non, justement, en fait, dans le monde de la crypto-monnaie, l'information, elle est disponible. Et c'est la grande différence, par exemple, avec le monde des actions. Aujourd'hui, sur le marché boursier, etc., il y a des informations auxquelles on n'a pas du tout accès. Quand on est un petit boursicoteur, dans son bureau. Mais dans le monde de la crypto, l'information, elle est disponible. Il faut juste être en capacité de l'analyser et de la lire. Et voilà, c'est un univers qui est peut-être un peu réservé aux informaticiens, mais il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dedans sans être informaticiens et qui ont compris comment ça fonctionnait parce que justement l'information elle est disponible, parce que c'est décentralisé. C'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup de questions sur les crypto-monnaies qu'on pose aujourd'hui à Boubker Hdir qui est expert en finance islamique. Et au 01 53 48 3000, Marwan est avec nous. Marwan, bonsoir, bienvenue et bon ramadan. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Ok, ça marche. Je dois poser ma question maintenant? Allez-y. Ok. En fait, j'aimerais savoir la différence entre le trading qui est halal, ça va, et la crypto-monnaie, parce que j'ai l'impression que c'est le même principe. Est-ce que vous pouvez répéter? Vous pouvez répéter, on vous a juste perdu quelques secondes. Le trading et la crypto-monnaie, il dit que c'est pareil. Non, je dis pas que c'est pareil, j'aimerais savoir la différence, parce que d'après beaucoup de savants, le trading est halal justement, et la crypto-monnaie, il y a beaucoup d'avis qui divergent à ce sujet. Mais votre question c'est quoi? C'est est-ce qu'on peut faire du trading sur les crypto-monnaies ou parce que le trading ça veut dire acheter revendre. Pourquoi le trading est halal et pas la crypto-monnaie? Le trading, oui, mais de quoi on parle? Quand on parle de trading, ça veut dire que j'achète et je vends quelque chose. C'est une activité. Voilà. Alors que la crypto-monnaie, c'est une valeur. C'est une marchandise, entre guillemets. C'est l'objet sur lequel je fais du trading. Pour être plus précis, le trading d'actions. Ok. Le trading de crypto-monnaie. Voilà, ok, très bien. Ok. En fait, aujourd'hui, sur la partie action, comme c'est quelque chose qui existe depuis des décennies, les savants ont défini un certain nombre de règles qui sont pas forcément consensuelles, mais qui sont admises par beaucoup de gens, qui définissent les règles sur lesquelles on peut identifier si une action est halal ou pas.
Ok ? Donc il y a même une organisation qui est basée à Bahreïn qui a défini un standard dans lequel elle dit voilà, quand j'achète en bourse, je dois regarder un certain nombre de choses. La première chose, c'est l'activité. Est-ce que l'action que je suis en train d'acheter, elle est dans une activité halal ou pas halal ? Donc je peux transposer cette réflexion déjà sur la partie crypto. Mais même cette question-là, elle est ambiguë parce que, par exemple, je donne un exemple, une entreprise qui construit des voitures, elle est en bourse, d'accord ? Mais elle a une trésorerie. C'est-à-dire, c'est vrai qu'elle elle fabrique des voitures, elle les vend, donc elle a un retour industriel qui lui rapporte de l'argent, mais elle a aussi à côté une partie trésorerie qu'elle a déposée en banque et qui lui rapporte des intérêts. Tout à fait. À la fin, l'actionnaire, c'est-à-dire qu'il va toucher les dividendes, tout à fait. Il les touche grâce aux gains acquis. Notamment grâce à ça. Voilà. Ça. Donc effectivement, les savants ont déterminé un certain nombre de critères. Le premier critère, il est d'abord le secteur d'activité. Donc on regarde d'abord si l'activité, tu parles de l'exemple des véhicules. Par exemple. Très bien, ok, ils sont dans l'activité. Peugeot, Renault. Voilà. Sauf que quand on regarde ces grands concessionnaires, grands constructeurs automobiles, ils ont aussi une activité qui est très importante, qui est le financement. Donc en fait, quand tu achètes une action, tu achètes aussi l'activité financement, dans laquelle il y a du riba. Donc déjà, rien qu'au niveau de l'activité, il y a quelque chose qui ne va pas forcément. Après, une fois que tu as passé le filtre de l'activité, tu regardes comment cette société se comporte sur le marché financier. Et c'est là qu'on regarde qu'est-ce qu'elle fait de son argent. Elle fait des placements court terme, etc., qui sont générateurs généralement d'intérêt. Donc de riba. Pas que, mais notamment de revenus riba, oui. Toi, en tant que... Et donc les savants, ils ont déterminé un certain nombre de seuils de tolérance. Okay, parce que s'ils disent on fait rien, je ne serais pas en train de parler aujourd'hui dans votre studio de finance islamique. Il y a eu un effort de réflexion pour permettre aux musulmans de rentrer dans ces marchés-là. Et aujourd'hui, on a ces critères-là. Mais ils disent, une fois que tu as gagné, tu dois purifier une partie de ton argent. Voilà, c'est ça. Voilà, on doit se débarrasser d'une la marge opérationnelle, voilà, le pourcentage qui est lié à cette activité illicite. Pour t'en débarrasser. Et tu t'en débarrasses, voilà, proportionnellement à ce que toi tu as gagné. Donc ça existe depuis des années. Aujourd'hui, on ne peut pas répliquer, on ne peut pas faire copier-coller de ce qui se fait en bourse sur la partie crypto, pour répondre à la question du frère. Parce que déjà, quand j'achète des cryptos, j'achète pas une action. Okay, j'achète une promesse d'un service ou une promesse d'un produit. Donc c'est pas du tout la même relation contractuelle que j'ai avec l'entreprise qui fabrique la crypto. Et donc ce que je disais depuis tout à l'heure, c'est que les savants n'ont pas encore déterminé de standard. Encore une fois, j'en reviens toujours à la même réponse. De quelle crypto je parle, qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'il y a derrière. Et à partir de là, on pourra dire si on peut ou pas trader cette crypto ou même tout simplement la détenir pour pouvoir la trader. Merci pour votre question, Marwan. Kamel Shekat nous a rejoint. Bonsoir, Kamel. Bonsoir à vous. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Marhaban, Ustadna Kamel. كيف أحوالكم بخير الله يبارك فيك. الحمد لله. On fait aller. Alhamdulillah. Inch'Allah. معنا aujourd'hui في studio Yassine, Philippe bien sûr, l'Ustad Abou Bakr Ajdir, expert en finance islamique. Voilà. Et Walid, maître Bouali aussi. Je voudrais juste faire une petite remarque. Hein. Je vais sortir du sujet aujourd'hui. Pourquoi vous appelez ça finance islamique? Et pourquoi pas? Non, parce que je pense que nous n'avons pas besoin de labelliser les choses par un i islamique pour qu'elles deviennent halal. Là, il y a un prix Nobel, un ancien prix Nobel d'économie, Amartya Sen, qui disait l'économie est une science morale. Et si je me réfère à Malik Ben Nabi, il parlait de la morale économique de l'islam. Donc, dans la finance, je pense qu'il faudrait beaucoup plus aller vers ça. Pas vers une appellation, mais vers une pratique qui soit plus juste que ce que nous voyons en Occident. Moi, je pense j'espère qu'un jour viendra que... Je pense que c'est tout simplement comme quelqu'un qui rentre dans un centre commercial où il y a de tout. Oui. Il y a du halal et il y a du non halal. Ce qui est halal, c'est ce qu'on appelle islamique. Et ce qui n'est pas halal, c'est ce qui n'est pas compatible, ou qu'on appelle sharia compatible et sharia non compatible. Voilà, c'est tout. Voilà. Après, on appelle ça. Boubker veut répondre à Kamel Shekat. Oui, Kamel. Effectivement, je comprends. C'est juste une question. Hein. Non, mais je comprends votre question et votre préoccupation, elle est légitime parce qu'effectivement, finalement, dans un contexte donné, pourquoi mettre cette étiquette de islamique? Je peux même vous dire que dans certains pays musulmans, notamment au Maghreb,
Au Maroc, on n'appelle pas ça la finance islamique. On appelle ça la finance participative. On parle de El-Bonouk Tasharoukiya et non pas El-Bonouk Islamia. En Algérie, je préfère ça, le Sayrafa l'Islamia. Je préfère l'appellation marocaine à ce qui est en vigueur en Algérie. Tasharoukiya. Alors, mais en fait, après, c'est une question de communication et de marketing. Aujourd'hui, c'est une finance qui est organisée et reconnue en tant que telle. Dans certains États, dans certains États, il y a des textes de loi qui parlent de finance islamique. Au Royaume-Uni, qui est un pays non musulman, ça fait des années et des années qu'on parle d'Islamic Finance. Et ça n'a jamais choqué personne. Oui. Et donc aujourd'hui, c'est pas Islamic Banking. On parle Islamic Banking, Islamic Finance, c'est la même chose. Les banques ne sont qu'un compartiment de la finance. De la finance. Et donc, je comprends votre préoccupation, en particulier en France, où tout ce qui touche à l'islam d'un point de vue de la communication, etc. Et sujets, voilà. Mais après, il faut aussi être honnête. Quand on utilise une autre appellation, comme par exemple les banques participatives, les gens ne comprennent pas de quoi on parle. Donc ça les intéresse pas. Dans les pays musulmans, on n'a pas cette éducation financière suffisante pour comprendre de quoi on parle. Donc je comprends votre préoccupation, mais en même temps, je vous invite à comprendre les préoccupations de ceux qui sont derrière, parce que finalement, on cherche à adresser un marché qui, effectivement, là où c'est important de dire, il n'est pas réservé aux musulmans. Ça, c'est important de le dire. Et beaucoup de non-musulmans qui comprennent ce qu'est la finance islamique en deviennent de très très grands défenseurs. Parce que justement, elle porte des valeurs, une certaine morale. Une certaine morale. Mais même, je pense que même sur le plan pratique, ça peut constituer un bon levier en cas de... Voilà, exactement. Voilà. Après, c'est une question de pragmatisme ou pas, mais je comprends que d'un point de vue comme politique, etc., ça peut, comment dirais-je, amener à débat. Voilà, et ce soir, nous parlons des crypto-monnaies avec notre invité qui s'appelle le Boubkeur Hajdir. Yacine Ilmi nous a rejoint. Bonsoir Yacine. Bonsoir à tous. Comment allez-vous Yacine ? Bah écoutez, tant qu'il fait beau... Bon, finalement, vous n'avez pas vu Macron ? Ah non, ça a été reporté. Le programme a changé. Reporté après les élections. Bien. Sur la question des crypto-monnaies, quel est le statut des crypto-monnaies, par exemple, comme des pays, les pays du Maghreb ? Ah, ça c'est une bonne question, ça. Ou les pays musulmans en général, même la Turquie, c'est intéressant de savoir ce qui se passe, par exemple. Alors, les pays du Maghreb, parce que j'ai regardé récemment, ont pour l'instant interdit de façon formelle le recours, l'utilisation de crypto-monnaies. Au Maroc, je lisais il n'y a pas longtemps qu'une personne a été condamnée parce qu'elle proposait des services sur les crypto-monnaies. Et donc, parce que voilà, l'autorité, en l'occurrence ici, c'est la Banque centrale. Ils l'ont carrément condamné ou bien il a été averti Non, il est passé en jugement, là. Donc, il a été averti peut-être plusieurs fois et puis là, après. Voilà. Il a dépassé, il n'a pas voulu écouter. Voilà. En Algérie aussi, il me semble que c'est toujours interdit. En Tunisie, je n'ai pas regardé, mais. Voilà. Alors, quel danger, justement, ont ces pays vis-à-vis de cette monnaie crypto ? En fait, c'est un peu ce que la question posée par la sœur tout à l'heure. C'est le détournement, l'évasion fiscale, etc. Bon, le blanchiment. C'est ce qui fait peur aux autorités, c'est ça. Le fait que c'est un univers pseudonyme. C'est vrai que quand on a gagné beaucoup d'argent de la drogue, et on ne sait pas quoi faire cet argent. Pas forcément dans la drogue, ça peut être de façon tout à fait légale. Mais après, voilà, pour l'autorité, c'est une perte de contrôle. Ah d'accord. C'est une perte de contrôle. C'est plus elle qui émet la monnaie, c'est plus elle qui gère. Donc à partir du moment où elle perd ce pouvoir-là, ça la dérange. Et d'ailleurs, à l'échelle internationale, Facebook avait le projet de créer sa propre crypto-monnaie, qui s'appelait à l'époque le Libra, et le monde entier s'est levé contre Mark Zuckerberg et tous les partenaires avec lesquels il travaillait. Au fil du temps, plusieurs de ces partenaires l'ont laissé tomber parce qu'il y a la pression des autorités, des pouvoirs politiques qui ne veulent pas perdre justement ce pouvoir-là, qui est celui de contrôler ce que les autres appellent la monnaie, qui pour l'instant juridiquement n'est pas considérée comme de la monnaie, comme on disait tout à l'heure. Donc voilà. Et donc dans d'autres pays comme l'Indonésie aussi, on dit que la crypto-monnaie est interdite. Mais en même temps, dans tous ces pays-là, il me semble que c'est l'Indonésie, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais si je dis une bêtise, un auditeur se fera un plaisir de me corriger. Mais dans tous ces pays-là, on est en train de réfléchir à créer ce qu'on appelle une crypto-monnaie centrale, ou alors une monnaie digitale centralisée, pour être plus précis. Donc on parle en Europe bientôt de l'euro numérique. Donc ça, pour certains, c'est imminent. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir de monnaie, on aura juste la carte... on aura le téléphone. Tout va être centralisé. On imagine dans l'avenir. Ton argent sera dans ton téléphone. Ton argent ne sera pas que dans ton téléphone. Il sera plus dans ta banque au coin de la rue. Il sera à la banque centrale directement.
Et c'est là où il y a un vrai sujet de liberté et de derrière, qu'est-ce qu'on fait de tout ça. On parle de passeport vaccinal, de passeport, beaucoup de choses. Donc tout est centralisé après au niveau des mêmes personnes. Et les grands défenseurs des crypto-monnaies luttent contre justement la concentration des pouvoirs sur une seule et même entité. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire à des musulmans qui nous écoutent ce soir et qui ont de l'argent à investir, beaucoup d'argent à investir? On leur dit acheter un bitcoin? Alors on peut leur dire ça dépend de combien on parle. Au moins à partir de 100 000. Moi je suis plutôt de ceux, peut-être l'ancienne école, qui va dire si tu as 100 000 euros à placer, regarde d'abord autour de toi s'il n'y a pas quelqu'un qui a besoin de cet argent. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a un vrai projet dans ton entourage, dans ton, comment on dit, le love money, ta famille, proches, éloignés, amis, etc. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont besoin d'argent et qui, pour certains, ne peuvent pas emprunter pour des raisons notamment religieuses et qui cherchent du capital. Donc pourquoi pas d'abord regarder là. Après, comme on dit, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc si on peut trouver des projets à soutenir, on n'a qu'à les soutenir. Bien sûr, si ces projets-là sont rentables et, comme on dit, bankable, et c'est pas juste parce qu'il est porté par un musulman qu'il faut investir dedans, il faut en plus qu'il y ait des caractéristiques financières intéressantes. Et pourquoi pas placer un peu dans d'autres supports, dont les crypto-monnaies, mais encore une fois, les crypto-monnaies, faire très très attention dans quoi j'investis, et surtout que c'est un univers, comme tu disais tout à l'heure Philippe, très volatile. Et donc, tout le monde dit dans les crypto-monnaies, il ne faut mettre que ce que je suis prêt à perdre. Donc cette notion de qu'est-ce que je suis prêt à perdre, c'est la punchline du soir. Ça. Elle dépend de chacun d'entre nous. Celui qui a 100 millions, il est prêt à perdre peut-être 1 million ou 10 millions facilement. Celui qui a juste 100 euros, quand il perd 10 euros, ça lui fait très mal. Donc voilà, tout dépend encore une fois de quoi on parle. Et je recommande plutôt aux gens qui ne sont pas dans cet univers-là d'attendre que les choses s'organisent un petit peu plus sur le plan professionnel, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans cet univers-là, dont moi, modestement, j'essaie aussi d'apporter ma pierre à l'édifice dans cet univers pour pouvoir proposer des choses dans lesquelles les gens pourront investir sereinement d'un point de vue déjà de la conformité islamique. Après, d'un point de vue de la performance, c'est-à-dire ce que ça rapporte, il faut aussi garder à l'esprit que c'est pas parce qu'un investissement est halal qu'il rapporte. Okay ? Donc, quelqu'un qui vous conseille en vous disant ça c'est halal, ça ne veut pas dire que tu vas gagner de l'argent. Ça, c'est aussi un élément très important, parce que les gens pensent que, enfin, pas tous, mais souvent, on nous dit oui, mais si c'est halal, c'est que ça rapporte. Ben non, c'est pas synonyme en fait. Donc ça, c'est un élément important à ne pas perdre de vue. Et comment s'assurer que cette crypto-monnaie, elle est bien liée à un produit ou un service? C'est une très bonne question. Il faut faire des recherches, il faut faire de l'analyse, il faut regarder d'abord, la première chose qu'on regarde dans le monde des cryptos, c'est ce qu'on appelle le white paper, le livre blanc. C'est le livre, enfin le document écrit par les fondateurs qui explique l'objet de la crypto, le projet, qui est derrière, etc., etc. Donc ça, c'est important. Après, on va regarder la communauté. Donc tout ce qui se dit par les gens qui entourent ce projet-là. Et puis après, on va regarder la presse, etc., etc. Et puis, très souvent, les cryptos où on ne sait pas qui est derrière, à part le Bitcoin, ok, parce qu'on parlait du Bitcoin tout à l'heure, on dit que c'est Satoshi Nakamoto, mais on ne sait pas si c'est une personne, une société, enfin bref, un groupe de personnes. Mais aujourd'hui, les cryptos, la plupart du temps, sont portés par des individus. Il faut regarder qui sont ces gens-là, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils promettent, etc. Mais encore une fois, faire très attention, parce qu'ils poussent les crypto-monnaies plus vite que beaucoup d'autres choses, et il y a beaucoup d'arnaques aussi derrière, donc de faux projets ou de fausses promesses, et voilà, donc c'est là où il faut faire très très attention. On appelle ça des scams, SCAM, donc c'est des projets bidons sur lesquels c'est de l'arnaque derrière. Voilà. Il existe un listing, par exemple, des crypto-monnaies qui sont Sharia compliant ou qui sont compatibles avec la finance islamique, ou c'est les préceptes de l'islam? Il y a des sites anglophones qui ont fait ce travail-là de dire telle et telle crypto, elle pourrait être conforme parce qu'elle répond à telle et telle chose, oui. Mais sont en anglais, donc bon. Et là, j'invite les gens à taper, à demander à Cheikh Google, qui trouvera quelques-unes des réponses. C'est le grand concurrent, mais il a beaucoup moins de réponses que le Cheikh Mamoun. Hein. Ah oui.
Alors peut-être un peu plus sur la partie crypto, parce que comme il disait tout à l'heure, c'est un univers qu'il découvre. Oui, je ne connais pas assez bien la question. Je n'aime pas encore bien. Vous donniez un chiffre. À la lumière du Coran et de la Sunna, c'est compliqué. Boubker, tout à l'heure, combien de personnes en France ont acheté des cryptos? On dit, je crois que c'était 7 ou 8% des Français détiennent des cryptos. Donc c'est un phénomène, ce qui est pas mal. C'est un phénomène qui a une dizaine d'années, donc c'est nouveau. Et bon, comme tout ce qui est nouveau, comme on dit très souvent, on dit attention, c'est ridicule. Ensuite, on dit attention, c'est dangereux. Et puis après, ça devient la normalité. Schopenhauer. Voilà, donc, donc peut-être que dans quelques années, voilà. Alors, c'est comme Internet. Internet, en fin des années 90, les gens disaient l'avenir, c'est le Minitel. Et donc, bon, voilà, on voit ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, peut-être qu'avec les cryptos, dans quelques années, ce sera derrière nous. Le jour où ce sera taxé, à ce moment-là, on comprendra. C'est déjà taxé. C'est taxé. Ouais. 30%. Il y a une flat tax sur les cryptos. Quand tu sors de la crypto, que tu repasses à la monnaie normale, tu payes 30%. Et qui reçoit ces 30%? C'est l'État. C'est l'impôt.